Je vais vous faire un peu un état de l'enquête qui a été menée depuis 2022 sur les collections textiles en Provence. L'association a effectivement choisi de porter une attention particulière à ces collections conservées dans les musées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si certaines de ces collections sont bien identifiées, je pense en particulier à des musées qui les ont présentées, en tout cas sur lesquels et pour lesquels qui ont travaillé sur ces collections. Je pense au musée Honor Latin. Certaines n'étaient pas forcément très connues ni très identifiées. C'est la raison pour laquelle une évaluation de ces fonds textiles était à entreprendre pour avoir une connaissance de leur nombre, de leur qualité et de la nécessité éventuelle de mise en place de conservation préventive, dont je parlerai à la fin de cette intervention. L'association, alors là, je vous parle des musées labellisés Provence, mais l'association a aussi choisi d'élargir le travail d'enquête aux collections associatives ou aux collections privées. Je salue certains des personnes qui sont ici, qui sont effectivement responsables ou à l'origine de ces collections. L'idée, c'était d'offrir un panorama le plus exhaustif possible, effectivement, du textile en Provence. Destiné donc aux responsables de collections publiques et aux responsables de collections associatives et privées, soutenu, comme vous l'a dit Béatrice, par le conseil régional PACA et par la DRAC. Ce travail a compris plusieurs étapes, un travail d'enquête, une restitution des enquêtes et une participation à la cartographie nationale des collections textiles mise en place par le Palais Galliera, Musée de la Mode, et par le réseau Culture de Mode, dont vous aurez une présentation cet après-midi par Madame Kurjian. Enfin, dans cette étape, il y avait une évaluation des besoins en conservation préventive et la valorisation d'un patrimoine régional et plus exactement d'un patrimoine provençal. Donc, plusieurs axes ont été retenus, la connaissance, la conservation, la restauration, la valorisation des textiles et costumes provençaux en tant que patrimoine régional. Et cette évaluation s'est organisée donc en plusieurs étapes. La première étape étant la mise en place de cette enquête. En 2021, et peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, les musées de la région PACA, par l'intermédiaire de la conseillère musée de l'époque, Madame Gascuel, avait été destinataire d'un questionnaire préliminaire en vue de la réalisation d'une cartographie des collections textiles et vestimentaires en France, en collaboration avec les musées et les institutions. Ce projet de recensement des collections textiles et vestimentaires sur le territoire français est porté depuis 2016 par Sylvie Roy, qui se trouve au Palais Galliera, Musée de la Mode. Et en 2016 et en 2017, elle a publié avec Olivier Gaillard un premier recensement et un rapport, en tout cas sur les collections des vêtements et costumes dans les collections publiques et privées en France. Mais ce projet aussi s'est développé avec donc le réseau Culture de Mode. En accord, alors évidemment, en accord avec les deux interlocutrices dont je viens de vous parler, il a été plus simple de réutiliser le questionnaire qu'elles avaient établi de façon à ne pas surcharger de questionnements les musées. On sait très bien les uns et les autres à quel point il est parfois difficile de répondre à tous ces questionnaires que l'on reçoit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réutilisé le questionnaire établi par Galliera, et ça a servi de base donc à l'enquête. Et comme l'a dit Béatrice, cette enquête est loin d'être terminée puisque j'attends toujours un peu des réponses des uns et des autres. Il était entendu effectivement avec Sylvie Roy et Sophie Kurjian que je centralisais tous les questionnaires, ensuite je les faisais parvenir au réseau Culture de Mode qui, lui, se chargeait de les intégrer à la cartographie. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter effectivement sur Culture de Mode cette cartographie et vous verrez pour tous ceux qui ont répondu qu'effectivement vous êtes représentés. Donc, ce questionnaire a permis d'évaluer auprès de chaque établissement les types de collections existantes et leur nombre,
Et nous avons choisi également de joindre un questionnaire beaucoup plus simple concernant les problèmes de conservation préventive, à la fois sur les lieux de conservation, réserves, sur les conditionnements et les besoins en conservation préventive. Et ça, c'était un peu dans l'optique, effectivement, de la journée, des 2 journées qui ont été organisées au Muséum d'Art latin et au Cerco en mars et en mai 2023. La deuxième étape de cette enquête, c'est effectivement ce qui fait l'objet de cette communication. Et ça va vous permettre, je vais vous présenter effectivement un premier dépouillement de l'enquête, en sachant que je dirai à la fin effectivement de cette communication ce qu'il en a été de la conservation préventive et des actions de valorisation qui risquent d'être, je l'espère, pourront être mises en place par la suite. Je tiens effectivement à remercier tous ceux qui ont participé à l'enquête. Et pour certains, à ceux qui m'ont reçu, puisque je me suis déplacée dans certains lieux. Et je tiens à les remercier parce que pour en avoir fait l'expérience quand j'étais en poste encore au musée du Vieux-Nîmes, je sais combien il peut être difficile de répondre à ces enquêtes parce qu'on est souvent confronté à des problèmes de temps, de moyens et de personnel. Donc, l'enquête a touché, alors je vais essayer de, voilà, a touché, si ça veut bien marcher, voilà. Donc, l'enquête a touché un ensemble représentatif de collections des musées labellisés Musées de France, mais également des collections particulières et associatives. Et pour les musées, il a été nécessaire de lister les collections susceptibles, les lieux susceptibles de détenir ces collections de textiles. Donc, ça a été une première étape de façon à voir sur les 120 musées labellisés de PACA, quels étaient les lieux qui pouvaient conserver du textile, certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant bien identifiés. Donc, 49 établissements ont été sélectionnés. Alors, il se trouve qu'il y en a d'autres qui arrivent où finalement, par exemple, je pense à la bibliothèque Ingbertine à Carpentras, où on n'est pas immédiatement dans l'idée qu'il peut y avoir des collections de textiles, mais il y en a un petit peu. Donc, ça se complète au fur et à mesure. Donc, sur les 49 établissements, 34 y ont répondu à ce jour. Et pour les collections particulières, peut-être plus difficile à toucher, mais en tout cas, j'ai réussi à en contacter un certain nombre, 19 en totalité, et 8 ont répondu au questionnaire. Ce qui nous fait un total de 42 sur les 68 musées et institutions. Une dizaine s'étant engagés à y répondre par la suite, souvent avec quand même des difficultés. Et pour vous donner un exemple, pour un musée associatif qui est le musée Soleillado à Tarascon, qui est géré par une personne qui est aussi responsable de la boutique. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu. Moi, j'ai pu visiter. Il y a, ne serait-ce que pour les planches d'impression, il y a plus de 50 000 planches. Donc, on imagine bien la difficulté qu'il peut y avoir, effectivement, à recenser toutes les collections. Voilà, donc sur les 42, on le voit à partir de cette répartition sur les 6 départements de la région PACA. Sur les 42, effectivement, collections textiles identifiées ayant répondu au questionnaire, on peut le voir qu'effectivement, la plus grosse majorité, ce sont les Bouches-du-Rhône, avec 16 musées et 2 collections privées ou associatives. Le reste, effectivement, se répartissant, vous le voyez, de façon progressive, avec un seul exemple dans les Hautes-Alpes, et puis on voit à peu près la même chose dans les autres départements. Le questionnaire que je vous projette ici, parce que peut-être que certains d'entre vous n'en ont pas eu connaissance, effectivement, ce questionnaire comprenait plusieurs rubriques que je simplifie entre le volume des collections, le nombre de pièces vestimentaires, femmes, hommes, enfants, etc., le nombre de pièces textiles et les fonds iconographiques et d'archives qui sont quand même aussi à signaler parce qu'ils sont importants. Pour le volume des collections,
pour les collections publiques et les collections privées. Actuellement, et alors c'est sous toute réserve évidemment du complément d'enquête, des enquêtes qui vont arriver par la suite, on est à peu près à plus de 100 000 items pour l'ensemble de ces collections, mais je pense que c'est qu'une petite part de ce qui est existant. Et ce sont des données qui sont donc encore à compléter dans la mesure où pour beaucoup de musées, ça a été difficile de donner un chiffrage précis, enfin de lieux. Je dis musée, mais je parle de lieux. Moi, j'ai quand même beaucoup encouragé les participants à répondre quand même à ces questionnaires, même s'ils ne pouvaient pas me dire qu'ils avaient, par exemple, X milliers de pièces ou centaines de pièces. Je pensais que c'était important que ce soit identifié pour la cartographie. Plusieurs, on le voit donc un peu comment ça s'organise. Le nombre s'établit entre moins de 10 pièces et 40 000 pièces. Les 10 pièces correspondant, pour certaines, il y en a vraiment, dans certains lieux, il y en a vraiment très peu, correspondant à des musées autour d'une personnalité. Je pense à Frédéric Mistral à Mayenne, également à Folco de Baroncelli au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais aussi plus surprenant, puisqu'on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas du tout de textile dans ce musée, à Henri Matisse, puisqu'au musée Matisse à Nice, il y a une quinzaine de pièces qui étaient la propriété de l'artiste et qui sont maintenant conservées donc, au musée, avec des pièces qui sont en provenance d'Afrique du Nord ou d'Asie. La plus grosse collection, comme vous vous en doutez, c'est le MUSEM, puisque le MUSEM comptabilise plus de 40 000 objets textiles et vestimentaires ou liés au textile, échantillons, patrons, textiles, revues, mais aussi des objets industriels ou domestiques, tapis, rideaux. Enfin, c'est vrai que quand vous avez pu voir les questionnaires, on avait l'impression que c'était essentiellement destiné à un questionnaire sur le costume ou sur le vêtement, mais ce qui nous semblait important au niveau de l'association, c'est qu'on ait une vision quand même globale de ces collections textiles avec toute leur diversité. Dans ces 40 000, il y a 7 000 objets de costumes, vêtements et accessoires. Pour la majorité, on le voit donc sur ce graphique, le volume des collections s'échelonne entre 100 à 5 000 pièces et dans cette fourchette, certaines collections comprennent plus d'1 millier de pièces. C'est vous dire qu'il y a quand même des collections qui sont importantes. Comment s'organisent ces collections donc sans entrer effectivement dans le détail des chiffres de chaque lieu, mais en reprenant les différentes rubriques du questionnaire pour le costume masculin et le costume féminin. Donc, vêtements, femmes, hommes, enfants, sous-vêtements et accessoires. Il est possible, à partir des informations qui ont été recueillies, de voir comment se répartir les typologies de vêtements. Et comme pour le volume des collections, évidemment, ce sont encore des chiffres qui seront à compléter lorsque les choses se seront un peu plus détaillées. Dans les collections, dans l'ensemble des collections, et là quand je dis dans l'ensemble des collections, c'est évidemment public, privé ou associative, les vêtements femmes et les accessoires prédominent à hauteur de 88% donc de collections. On compte peu de vêtements d'enfants et souvent les vêtements d'enfants sont liés au baptême, voilà, très souvent. Peu de vêtements, de sous-vêtements. Et pour le costume masculin, que vous voyez représenté ici aussi, ça représente 7%. Mais il faut savoir que dans ce costume masculin, c'est pas le costume civil. La plus grosse partie, ce sont des costumes qui font partie du musée, du conservatoire des uniformes de la marine à Toulon, puisque les collections démarrent à la fin du XVIIIe siècle et vont jusqu'à nos jours. Voilà, exemple effectivement de Toulon. J'ai séparé volontairement aussi des ensembles qui se distinguaient un peu. Donc, les textiles religieux que l'on trouve dans plusieurs lieux, à Aloche, à Brignoles, à Orange, à Fort-Calquier, à Salagon, avec 321 pièces. Les textiles qui sont liés à l'art du spectacle
et en particulier la collection magnifique du musée des tapisseries et des costumes de scène donc d'Aix-en-Provence, avec ces costumes qui correspondent aux costumes de scène du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence entre 1948 et 2017, et des costumes de scène qui viennent du théâtre municipal pour le 19e siècle et les années 1960. Dans cette série également, des textiles, ce que le questionnaire répertorie comme pièces textiles, donc des pièces textiles divers, échantillons de tissu, on a des exemples ici, coupons d'habillement et d'ameublement, dentelle, abécédaire, broderie. Donc, je vous présente quelques exemples ici. Dans le questionnaire faisait état aussi de ce qui concernait les poupées, donc avec un grand nombre de poupées qui sont conservées au musée du Mucem, mais aussi le Mucem conserve 3000 marionnettes. Donc, vous voyez que c'est un volume quand même assez important. Mais on peut, donc, ce que vous avez ici, ce sont les costumes, les poupées et marionnettes du Mucem, et à côté, des poupées qui sont conservées au Palais du Roure à Avignon, donc, que vous connaissez peut-être. Et enfin, bien sûr, dans diverses collections, des santons. Donc je ne présente pas d'exemples, mais qui sont aussi très représentatifs et qui peuvent illustrer, bien sûr, le costume de la région. Enfin, dans ces ensembles à part, les collections de mode et de haute couture, 7000 pièces de vêtements et d'accessoires de mode qui sont conservées par le musée Borelli à Marseille, qui sont issues de l'ancien musée de la mode créé dans les années 90 à Marseille et de l'ancien Institut Mode Méditerranée. Donc, cette collection, elle comprend des pièces de haute couture et de prêt-à-porter, et elle témoigne principalement, effectivement, de la mode au XXe siècle, avec une part importante les années 80-90, mais on a aussi des ensembles qui démarrent à partir du début du XXe siècle. Enfin, dernière rubrique qui est peut-être moins visible, qui en tout cas est très importante aussi, ce sont toutes les archives que l'on trouve dans différents musées, le Muséum d'art latin en particulier, ayant toutes les archives du couturier Christian Lacroix, et puis des fonds d'archives, alors qui sont, ou en tout cas de photographies, d'art graphique, qui peuvent aussi aider à documenter le costume. Par exemple, à Carpentras, il y a tout un ensemble de dessins de Bonaventure Laurence sur le costume Contadin. Il y a aussi, donc, évidemment, les fonds du Mucem. Il y a les fonds du musée Borelli à Marseille. Et puis, donc, le musée, aussi le musée des arts, le musée départemental des arts asiatiques à Nice, qui a aussi un certain nombre de documents et en particulier de gravures sur les costumes. Je reparlerai aussi du musée Soleillado à Tarascon, puisqu'en dehors de tous les échantillons de tissus, des costumes, etc., et de ces fameuses planches, ils ont aussi un fonds d'archives qui est une mine incroyable de renseignements sur l'entreprise et sur l'indiennage. Et je trouve et c'est vraiment un fonds qui mériterait d'être exploité et en tout cas traité assez rapidement. Ces collections, elles s'organisent aussi selon différents types de patrimoine. Un patrimoine, alors la plupart sont datés entre le XVIIe et nos jours. Pas beaucoup de pièces du XVIIe siècle, la majorité quand même étant principalement du milieu du XIXe siècle, mais aussi du XVIIIe. Et elles se répartissent donc entre patrimoine extra-européen, patrimoine national ou européen et patrimoine régional. Dans ce patrimoine extra-européen, dans ce domaine, il y a donc 5 musées que j'ai listés ici: Cannes, Nice, Marseille, Barcelonnette, Digne-les-Bains. Donc à Cannes, musée des explorations du monde, qui conserve des textiles ethnographiques Amérique, Asie, des étoffes d'écorce d'Océanie, des costumes d'Iran. À Nice, le musée départemental des arts asiatiques est une création relativement récente, puisque le département des Alpes-Maritimes
a choisi de créer ce musée pour créer un lien vivant avec l'Asie, et donc son originalité se fonde sur un choix de pièces, un choix d'œuvres emblématiques qui évoquent l'esprit des cultures asiatiques, la Chine, le Japon, l'Asie, l'Inde. Marseille, le musée des arts africains, océaniens et amérindiens, avec là ici donc des vêtements traditionnels du Mexique. J'avais deux autres vues, mais qui ne pouvaient pas être projetées, mais qui effectivement sont très proches de celle-ci. Barcelonnette avec le musée de la Vallée et la Sapinière, qui est vraiment très intéressant puisque c'est autour du costume national mexicain qui a été rapporté par les Barcelonnettes et de retour du Mexique et offert par leurs descendants donc au musée. Voilà. Et enfin, Digne-les-Bains avec la maison Alexandra David-Nil. Alexandra David-Nil que vous voyez effectivement ici, mais c'est un musée c'est un lieu qui conserve à la fois, enfin qui conserve tout ce qui concerne entièrement Alexandra David-Nil, avec une partie qu'on ignore un peu, c'est-à-dire qu'elle a été cantatrice entre 1895 et 1902. Et il y a donc dans le fond du musée, de la maison Alexandra David-Nil, tout un fond de costumes qu'elle a porté sur scène. Et puis, bien sûr, tous les vêtements portés lors de ses différents séjours en Inde, en Chine, au Tibet et dans l'Himalaya. Le patrimoine national ou européen, principalement présent dans les collections du MUCEM à Marseille. Ce musée, donc, héritier du musée national, là, il y a une petite inversion de diapo. Non, voilà, pardon. Ce musée, donc, héritier du Musée national des arts et traditions populaires. Le MUCEM est consacré à l'anthropologie culturelle des sociétés d'Europe et de la Méditerranée. Et les textiles sont rentrés dans les collections assez tôt, puisque déjà au musée du Trocadéro, à partir de 1878, ensuite au musée des ATP, avec toutes les enquêtes qui ont pu être menées effectivement sur les cultures, et je pense en particulier à une enquête qui a été faite dans les années 30 à Arles sur le costume. Donc des collections qui sont pour les collections européennes, qui sont effectivement rentrées à partir de 1878 et 1881 pour les collections françaises. Donc, vous avez quelques exemples, on peut voir ici, à partir de ces collections. Depuis la création du MUCEM et son installation donc à Marseille, les collections se sont ouvertes aux textiles, costumes et accessoires des rives sud et est de la Méditerranée, et aussi, comme me l'a précisé Amélie Lavin, qui est chargée de ce fonds au costume, au patrimoine régional, ce qui n'était pas forcément le cas. Et le MUCEM dispose d'un fonds iconographique très conséquent en gravure. Enfin, si vous allez sur le site du MUCEM, vous avez accès à toutes les collections. Vous pouvez voir, effectivement, en faisant des recherches, qu'il y a un fonds extrêmement important de gravures, de dessins, de photographies, qui apportent évidemment des informations complémentaires sur les costumes. Patrimoine régional, qui domine largement les collections textiles des musées, collections publiques et collections particulières et associatives. Je vais vous présenter un ensemble de diapositives. Il est clair, vu le volume de ces collections, que je ne peux pas tout vous détailler. Mais en tout cas, ce que je voulais montrer, c'était la diversité de ce patrimoine à partir des exemples qui ont été fournis par les différents musées qui ont participé, en tout cas par la grande majorité des musées ou collectionneurs qui ont participé au questionnaire. Donc voilà, donc ce patrimoine régional, voilà, Olivier vous parlait du musée d'art et d'histoire de Provence, voilà quelques exemples. Ce patrimoine, donc, si on regarde effectivement le détail, on est entre les pièces d'habillement populaires, bourgeois ou aristocratiques, le linge domestique, les couvertures piquées et tout ce qui a effectivement en lien avec le matelassage et le piquage, les bijoux, les accessoires du costume. Voilà,
un exemple des collections du musée du Vieillex. Je crois que c'est une exposition qui a été réalisée il y a peu de temps à Aix. Le musée d'Aloche, où je vous parlais tout à l'heure des collections d'art religieux, mais on voit qu'il y a aussi effectivement des collections liées aux costumes féminins. Le musée en art latin, évidemment, puisque si on regarde l'organisation effectivement du costume en région, on a 3 types et 2 types prédominants, qui est le costume d'Arles, dont Frédéric Mistral a voulu faire quand même le costume de la Provence, le costume comtadin, et puis le costume niçois, alors, dont malheureusement je n'ai pas d'exemple dans ces diapositives. Et c'est vrai que le musée en art latin, comme on peut le voir ici, est vraiment le lieu où on peut suivre toute l'évolution de ce costume d'Arles. Et je pense que cet après-midi, en tout cas Clément Trouche devait être là pour vous en parler, mais je pense que cet après-midi, on pourra peut-être évoquer l'importance de ce costume. La Ciotat, donc musée ciotadin. Marseille, le musée d'histoire, avec des pièces qui sont tout à fait magnifiques. Et vous le voyez à partir de ces exemples, aussi l'importance de deux techniques dans le costume provençal. Ce sont les pièces en bouti et les indiennes. Et pour les indiennes, Madame Gris-Mariotte vous en fera une présentation cet après-midi. Et ces pièces sont effectivement en lien avec des lieux de fabrication, en l'occurrence Marseille, avec le bouti de Marseille, et Orange, puisqu'il y a eu toute une fabrique d'indiennage à Orange, et l'ensemble de la Provence, puisque les choses se sont effectivement développées ailleurs. Musée de Saint-Chamas, Saint-Rémy de Provence, musée des Alpilles. Brignoles, donc on est là aussi sur des collections à la fois sur des collections d'art religieux et puis des collections liées aux costumes féminins et masculins, avec ces beaux exemples de tissus et de broderie. Draguignan, musée d'art et tradition populaire. Soliès, alors je ne sais pas si vous connaissez Soliès, c'est un tout petit lieu avec une collection de 200 pièces qui ont été données à la ville de Soliès pour créer cet espace. Et donc, si vous avez l'occasion, je vous invite à vous y rendre, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres lieux, parce que c'est vraiment très intéressant de voir toute cette présentation et toute la diversité de ces ensembles. Avignon Palais du Roure, avec la figure quand même assez importante. Vous avez sur la photo, sur l'extrême gauche, le portrait de Jeanne de Flandrésie, et évidemment tout le lien avec la Provence. Carpentras, dont je vous parlais tout à l'heure. Cavaillon, le musée Jouve, avec une collection qui n'appartient pas au musée de Cavaillon, mais qui a été mis en dépôt par la Fondation Calvé. Orange, donc le musée d'art et d'histoire. Et à Orange, il y a ces 2 grands panneaux que vous voyez, alors peut-être pas très bien parce que je ne les ai pas suffisamment agrandis, mais qui montrent effectivement la fabrique et l'indiennage, puisque ça a été... et ça, ce sont des panneaux qui sont dans les collections permanentes, dans une salle des collections permanentes. Enfin, évidemment, la collection du secteur privé et associatif, avec une collection de Madame Carazrieux, celle de Madame Chopin, Pernes-les-Fontaines, avec le conservatoire du costume comtadin. Donc ça aussi, je salue Madame Gabert qui est avec nous aujourd'hui. Et ça aussi, c'est vraiment un lieu qui est très, très intéressant et très, très charmant à visiter. Donc, je ne peux que vous inviter à vous rendre à Pernes-les-Fontaines. Castellane, donc à l'association Petra Castellana, qui fait vraiment un gros travail d'inventaire sur ces collections. Et ces collections sont mises en valeur
régulièrement par des expositions qui se font donc à la Maison de la Nature et du Patrimoine. Cannes, le musée Victor Tuby, je crois qu'il y a un projet effectivement sur ce musée. Tarascon, donc voilà, Tarascon, lieu tout à fait étonnant et absolument passionnant à visiter, et surtout parce que c'est vraiment l'histoire et la mémoire d'un lieu de fabrication, et il y a vraiment des collections qui sont tout à fait extraordinaires. Toulon, la Villa Rosemen. Et enfin, l'association Trésor Patrimoine Étoffe, et je parlerai tout à l'heure effectivement du rôle des associations. Dans les diapos, je n'ai pas présenté volontairement le musée provençal du Château-Gombert, puisque c'est Alexandre Mahut qui va vous en parler lorsqu'il sera là. Ce qui ressortait de cette enquête aussi, c'est qu'il y avait quelques points propres à la gestion et à la valorisation des fonds textiles. Et on peut noter en effet qu'il y a, dans la majorité des réponses, les mêmes difficultés et questionnements. Difficultés d'inventaire et de recollement, faute souvent de moyens suffisants en personnel et de temps. Difficultés d'études en raison d'informations partielles. Moi, j'ai été confrontée à ce cas-là quand j'étais en poste au musée du Vieux-Nîmes, avec des inventaires qui ne sont pas forcément complets, mais ça, on le sait tous. Difficulté d'identification des pièces et besoin en formation préventive à la fois pour les professionnels et pour les bénévoles qui agissent dans le cadre des associations, et question sur les actions de valorisation à mettre en place pour des fonds qui sont fragiles et dont la présentation au public est limitée dans le temps. On sait bien qu'idéalement, on ne peut présenter que pendant 4 mois les collections, et on sait aussi que c'est souvent plus longtemps que ça à présenter. Donc, pour tenter de répondre un peu à ces questionnements, l'association a choisi aussi de compléter le travail d'enquête par 2 autres étapes. L'une concernant la conservation préventive, avec l'organisation de 2 journées qui se sont faites donc au Cerco et au Muséum d'Art Latin, le 29 mars et le 3 mai, et qui ont permis d'accueillir pour chacune des sessions entre 12 à 14 personnes. Dans ces participants se trouvaient des conservateurs de musées, des responsables de collections ou collectionneurs privés de l'ensemble de la région. Et durant la matinée, donc Ghislaine Vallée, qui est responsable des collections, a accueilli effectivement et a présenté surtout le travail qui avait été fait au Muséum d'Art Latin. Lorsque les collections ont été lorsque le musée a été fermé, le musée a été fermé au public en 2009, puisqu'il a été nécessaire de reconditionner toutes les collections et de pouvoir les transporter au Cerco, qui est le lieu de réserve et d'études des collections pour le Muséum d'Art Latin. Ensuite, et c'est ce que vous voyez ici, donc une visite a été conduite dans les réserves, ce qui a permis de voir un certain nombre de questions de conditionnement. Comment est-ce qu'on pouvait effectivement conditionner, organiser les réserves. Alors, la première étape, c'était l'organisation de ces réserves et leurs contraintes dont elles ont fait état, puisque c'est bien beau, on le sait tous, de prévoir effectivement des réserves, un volume, un espace et un volume, mais après, quand on doit présenter et installer les collections, c'est peut-être un peu différent dans la pratique. Le choix du mobilier sur l'implantation, donc ça, c'était un point important. Et puis, le choix des conditionnements pour les pièces textiles à plat, sur cintre, en rouleau, en tiroir, et les matériaux nécessaires. Donc là, vous avez des exemples en bas des rubans d'Arlésienne qui sont conditionnés effectivement dans les tiroirs et sur des rouleaux, et les matériaux nécessaires à leur mise en œuvre.
Et la visite ensuite a été complétée par celle des salles d'anoxie, de dépoussiérage et de restauration. Évidemment, ça fait rêver tout le monde, puisque on est loin tous d'avoir ce genre d'espace à disposition. L'après-midi a été consacré à la visite. Vous avez donc, on le voit sur un des visuels, à la visite du Musée en art latin, sous la conduite de Françoise David et de Stéphanie Burly du secteur muséographie, recherche, exposition, et de Ghislaine Vallée. Et l'attention a été plus particulièrement portée à la présentation des dioramas, des textiles installés, des costumes installés dans le cadre des dioramas, et aussi en abordant plus particulièrement toutes les questions de mannequinage et d'éclairage de ces textiles. Autre étape et dernière étape, c'est effectivement la question de la valorisation des fonds textiles. Alors cette valorisation, elle existe déjà avec le réseau Culture de Mode, qui permet effectivement de rendre plus lisibles et plus visibles vos collections, avec une revue du même nom, que vous pouvez consulter, puisqu'il y a eu 2 numéros qui sont sortis, dont le deuxième est consacré à la broderie, et pour lequel moi j'ai fait un article sur le bouti, et vous pouvez effectivement, et en citant des collections de la région principalement. Et puis, donc, ce qui permet aussi de voir avec ce réseau, quels sont les autres lieux textiles en France. Et je pense que c'est important, effectivement, d'y participer. Deuxième deuxième valorisation, c'est évidemment la journée d'aujourd'hui où on peut, en tout cas, partager des expériences, se rencontrer. Et c'était important pour l'association qu'elle puisse se tenir. Ce qui est envisagé pour 2024, ça serait idéalement de continuer effectivement le questionnaire. Si je vais continuer à persécuter un certain nombre de gens pour qu'ils me répondent, tout en sachant que c'est souvent compliqué. Et puis, donc, la publication des actes de cette journée, complétée, pourquoi pas, d'un répertoire des lieux textiles sur la région PACA. Enfin, sur le site internet de l'association, la création d'un volet spécifique réseau textile, et je crois que l'expérience qui a été menée dans la région Rhône-Alpes pourra nous être très utile et qui va être présentée ensuite. Ce réseau permettrait effectivement une meilleure connaissance des collections, des échanges de savoir et de méthodes entre musées, mais également de mieux connaître le rôle des structures associatives et des particuliers. En effet, le milieu associatif, comme les actions individuelles et les collectionneurs, participent activement à la sauvegarde et à la préservation de fonds qui sont souvent destinés à disparaître. En assurant la transmission donc, de savoir-faire et en proposant exposition et publication, ce qui est déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, ce sont des acteurs qui me semblent fondamentaux pour la protection de ce patrimoine fragile, au même titre que les institutions muséales. Voilà la présentation de ce que je voulais vous faire de ce résultat d'enquête. Si vous avez des questions, je suis naturellement à votre disposition. Je précise que je ne connais pas par cœur toutes vos collections, donc vous ne m'en voudrez pas si je n'ai pas forcément détaillé pour chacun, mais je pense que les communications de la journée vont permettre de rentrer plus en détail sur ces fonds. Je vous remercie.